Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour le combien aujourd'hui? Pour le 17 avril. Bon allez, on commence. Donc, jour de la pensée. Oh, encore une fleur. Donc, viola est un genre de plante. Violette est un prénom féminin existant en Europe depuis le Moyen-Âge. Violette. Ça m'a l'air plutôt rare aujourd'hui parce que j'ai jamais connu de personne qui s'appelle Violette. Mais bon, c'est quand même un prénom de qualité, hein, faut quand même pas déconner, hein. Donc, Violette, voilà. Donc, des fleurs plutôt sympathiques à regarder. Qui peuvent être violettes. Comme elles peuvent être jaunes ou même blanches. Bon, plutôt intéressant, mais bon, c'est quand même pas fou non plus, hein. On n'est pas là juste pour des violettes, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Alors, Philippe Auguste expulse les Juifs régnicole de ses États et confisque tous leurs biens. Alors ça, c'est pas fou. Alors Philippe Auguste, pour rappel, donc c'est un roi de France très important, déjà de par sa durée, hein, il était roi de France pendant le XIIIe siècle. Voilà, donc c'est un des premiers Capétiens. Voilà, il est ici, donc Philippe Auguste, donc un roi très important de l'histoire de France, parce qu'il a fait quand même pas mal de choses, hein. Il a battu les Anglois et le Saint-Empire à la bataille de Bouvines en 1214. Voilà, il a considérablement renforcé le territoire, hein, de la France. Voilà. Puis d'ailleurs, c'est sous son règne qu'on commence pour la première fois à parler de France pour désigner donc l'Hexagone. Donc c'est quand même un type plutôt de qualité, et pourtant il a expulsé les juifs, donc ça c'est quand même pas très sympa. Donc à l'intérieur du domaine, les premières décisions étaient totalement contraires à la politique suivie par son père, l'expulsion des juifs et la confiscation de leurs biens, tranche avec la protection que Louis VII avait accordée à la communauté juive, donc son père Louis VII. La raison officiellement donnée désigne les juifs responsables des calamités diverses, mais l'objectif réel est surtout de renflouer les caisses royales, bien mal en point en ce début de règne. Ces mesures ne dureront pas, l'interdiction du territoire cesse en 1198 et l'attitude conciliatrice qu'avait adopté Louis VII devient bientôt la norme, heureusement quand même, parce que persécuter les juifs, c'est quand même pas très sympa. Cependant, le papier 1903 condamne quelques activités juives en France, on s'en fout. D'accord, d'accord. Donc, Philippe Auguste reste quand même un roi de qualité, hein, faut quand même pas déconner, hein. Il est considéré comme un des meilleurs rois de France, même si le problème c'est que comme juste après lui, il y a eu donc ce bon vieux Saint-Louis, qui est considéré comme le meilleur des rois de France, et ben la popularité de Philippe Auguste s'est un peu effritée avec le temps. Mais bon, voilà, donc il s'est battu contre Richard Cœur de Lion, qui était le roi d'Angleterre. Il y a même des théories qui parlent d'une relation homosexuelle entre le roi de France et le roi d'Angleterre à cette époque. Mais bon, ce sont juste des théories, ne faut pas s'exciter sur ça, hein. Enfin, excitez-vous sur l'homosexualité si vous voulez, mais enfin, le faites pas forcément sur les rois de France. Enfin, je dis pas que les rois de France ils doivent pas être homosexuels, mais c'est juste que là c'est plus des théories. Voilà, pas d'amalgame. Tenez, regardez. Royaume de France en 1180. Plutôt une France de qualité, même si elle est pas encore complète, hein. Bon, y a pas que ça qui s'est passé le 17 avril, hein. Bon. Euh, Massacre de la Lena. Donc, répression meurtrière par l'armée impériale russe lors d'une manifestation ouvrière en grève dans les mines d'or de la Lena en Sibérie. Bon, c'est bien beau de nous dire la Sibérie, mais bon, la Sibérie c'est un petit peu grand, hein. Voilà, on est sur 77% de la surface de la Russie. Voilà, c'est plutôt colossal. 13 millions de kilomètres carrés. Vous vous rendez compte? C'est plus que les États-Unis ou le Canada. Bon, cet événement eut lieu dans les mines de la société. Une grève, le gouvernement tsariste, le journal local, un bilan de 270 morts, 250 blessés, 500 morts et blessés fait repris par la propagande bolchevique dans l'Union soviétique, ouais. Aimer le rapport, 150 morts. Et donc, quelles sont les conséquences? Ça, c'est toujours bien. La rubrique conséquences, c'est quand même super. L'opinion publique exige du gouvernement l'envoi d'une commission d'enquête sur les lieux. Peu après, la direction de la campagne minière propose un nouveau contrat. Les massacres pour une vague de grèves. Des grèves. Par des grèves. Staline rédige à Cracovie un article consacré au massacre de la Lena. La commission d'enquête de la Douma de l'État de l'Empire russe sur le massacre de la Lena a été présentée par Alexander Kerensky, donc qui fut le dirigeant de la Russie pendant la première révolution russe, parce que je rappelle qu'en 1917, il n'y a pas eu une révolution, il y en a eu deux. La première, c'était une révolution qui a fait de la Russie un pays un peu plus démocratique.
donc en février de 1917, puis ensuite il y a les bolcheviks qui sont arrivés en octobre et qui ont fait la révolution pour créer l'URSS. Donc voilà, ce rapport quelque peu exagéré de l'événement fait beaucoup promouvoir la carrière de l'auteur qui émergea des bancs de l'opposition pour devenir un leader populaire de Hanoma et plus tard le second chef du gouvernement provisoire russe en 1917. Donc ça c'est quand même plutôt important quoi. Il occupa plusieurs postes ministériels dans les deux premiers gouvernements, puis pris la tête avant d'être chassé du pouvoir par les bolcheviks. Ah d'accord, et oui. Très bien. Oui, du coup un très long exil, parce que après il a vécu encore 50 ans, et ce qu'il a fait, il est allé à Paris, il est allé à New York, il a fait des livres. D'accord, 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 d'accord. Donc plutôt intéressant, hein. Donc Kerensky, on peut appeler ça un peu un loser de l'histoire, quoi, parce que bon, il est resté juste 3 mois au pouvoir et c'est tout, quoi. Je veux dire, par rapport à ce bon vieux Joseph Staline, hein, voilà, que tout le monde connaît, considéré comme un des hommes les plus influents du XXe siècle, bah, Kerensky, il est un peu nul, hein. Mais c'est pas grave, parce que Kerensky, il restera au moins dans nos cœurs. Et ça, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Première guerre mondiale, bataille de Merkem qui est la victoire de l'armée belge contre l'Empire allemand. Bah, ça, c'est beau, ça. Bataille de Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, donc je vous rappelle, un conflit plutôt important, hein, avec beaucoup de morts, hein, voilà. Vraiment horrible, hein. Donc voilà, une bataille. Donc elle opposait les troupes belges aux troupes allemandes. 4 ans de conflit. Le but de l'attaque allemande était de reprendre aux Belges le village de Markem. L'attaque fut repoussée par les Belges à la fin de la journée. Parce qu'il faut rappeler hein, que pendant la Première Guerre mondiale, hein, les Allemands, hein, ces gros méchants, avec leurs casques à pointe, ils sont arrivés, ils ont attaqué la Belgique. Et là, on peut se dire, ouais, bah, c'est bon, ils ont le droit. Sauf qu'ils ont fait ça illégalement. Enfin, la Belgique s'était déclarée neutre. Donc c'était vraiment pas gentil de faire ça. Et d'ailleurs, ça a choqué l'opinion publique. Et c'est pour ça que l'Angleterre est entrée en guerre contre l'Allemagne. Ça se faisait vraiment pas de faire ça, hein. Et après, c'était juste pour attaquer la France plus rapidement. Et avec le plan Schlieffen, hein, parce que je rappelle que ce bon vieux empire allemand avec Guillaume II, Guillaume II, il avait un plan. Bon, c'est pas lui qui avait fait le plan, mais ça s'appelait le plan Schlieffen. En fait, ça considérait, c'est très simple, c'est on commence, on détruit la France en 3 mois, puis ensuite on détruit la Russie, puis ensuite on a gagné. Sauf que ça n'a pas marché, enfin ça a failli marcher, mais du coup la France elle est restée en place, et du coup eh ben, l'Allemagne a dû être sur 2 fronts en même temps, le front français et le front russe. D'ailleurs, le fait que l'Allemagne soit restée 4 ans sur 2 fronts en même temps et gagner contre le front russe, ça prouve que quand même l'Allemagne était un pays extrêmement puissant à l'époque. Enfin même toujours aujourd'hui, hein, l'Allemagne c'est quand même un pays de qualité, hein, il faut quand même le savoir. Donc victoire belge, voilà. Donc, après la bataille, troupes belges reprennent l'initiative des combats et commencent à lancer des attaques sur la position allemande, succès après succès. Les Belges semblent prendre la main. Très bien, très bien. Donc c'est un peu la reconquête de ce beau pays qu'est la Belgique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Syrie obtient son indépendance totale. D'accord, c'est bien. La Yougoslavie capitule devant l'Allemagne, ça c'est dommage. Je sais pas qu'est-ce qu'on a. On va trouver un truc. Martin Luther, convoqué à la diète, est excommunié. J'ai pas envie de parler de ça. Enfin, c'est pas comme si j'étais contre les protestants, hein, absolument pas. Donc Ford présente sa Ford mondiale de New York, sa Mustang. Donc la Ford Mustang, qu'est-ce que c'est que la Ford Mustang? C'est un modèle d'automobile construit par Ford, fait unique de la marque Ford. Les Mustangs abordent leur propre logotype de calandre, un Mustang au galop. Donc qu'est-ce qu'un Mustang, hein? Bon, le temps que ça charge, on va voir. Voilà. Donc Mustang, oh, des beaux chevaux. Donc ce sont des Mustangs, des descendants des chevaux domestiques revenus à l'état sauvage. Voilà, leurs plus lointains ancêtres sont issus des chevaux espagnols ramenés par les conquistadors lors de la conquête de l'Amérique, toute une histoire. Retournés à l'état sauvage après s'être enfuis et avoir été relâchés. Les troupeaux sont possiblement agrandis, 1m32 à 1m50. Des pieds extrêmement solides. Peut convenir à toutes les activités équestres. Donc, ouais, voilà, des chevaux de qualité, un peu l'élite, hein, on va dire. Et donc Ford a utilisé les Mustangs pour faire faire leur voiture, voilà. Donc 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde en août 2018, donc on parle plutôt d'un succès, on va dire, hein. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, regardez, elle est toute mignonne. En plus, elle a de très beaux yeux. Oui, alors parce que pour moi, toutes les voitures, elles ont des formes humaines, hein. Ça, c'est clairement un œil, ça. Ça, c'est clairement, bon là, on va dire un nez. Ça paraît évident, je suis désolé. Et ça, c'est les sourcils.
ça faut le savoir. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Légalisation du mariage homosexuel en Nouvelle-Zélande. Tenez, on va parler de ça. Donc le mariage homosexuel. Qu'est-ce que c'est que le mariage homosexuel? Donc. Proposition de loi. Proposition de soulever par le député. Légalisation du mariage homosexuel ne s'applique pas aux îles Cook et à Niue, mais en libre association avec la Nouvelle-Zélande. D'accord. Bon alors. Le mariage homosexuel. On va parler de ça. Un terme qui désigne couramment le mariage entre personnes du même sexe. Donc mariage, c'est-à-dire l'union de deux personnes. Donc là, c'est entre le même sexe, connu par certaines législations. Donc regardons, faisons un petit tour du monde des pays. Donc en Europe, c'est à peu près mariage reconnu. Enfin, moins en Europe de l'Est, mais en Europe de l'Ouest et du Nord, c'est bon. Sinon, en Amérique du Nord, ça va. En Amérique du Sud, des fois oui, des fois non. Après, c'est surtout au Moyen-Orient et en Afrique que ça pêche, on va dire, hein, du côté du mariage pour les homosexuels. Bah ouais, bah c'est plutôt intéressant. Hein. Tout... Ah, l'hétérosexualité est une forme de monosexualité caractérisée par l'attirance sexuelle. Oui, d'accord. Les mariages homosexuels sont été pratiqués par certaines civilisations dans l'Antiquité. Très bien, donc ça date pas d'hier apparemment. Voilà. Très intéressant. On remarque que c'est quand même pas mal les pays développés et plutôt les pays les plus développés économiquement qui légalisent le mariage homosexuel. Bon après il y a quelques exceptions, hein, mais en général, bon voilà, on voit les États-Unis, on voit les pays d'Europe, genre l'Australie par exemple, des pays avec de très bons IDH. Intéressant. Bah qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, hein, donc tout ça. Donc on peut voir, oui voilà que voilà, donc au 17 avril 2019, 26 États lui accordent un statut légal. La quasi-totalité est également légalisée à toute option pour les couples homosexuels mariés. Ouais. On peut voir qu'en fait, voilà, c'est que depuis quelques temps, en fait, il y en a de plus en plus, parce que comme genre à Guam, par exemple, en 2015, en 2013, bah, en France, c'était aussi en 2013, bah, en fait, plus il y a des pays qui légalisent le mariage homosexuel, bah, plus il y en a d'autres qui vont le légaliser. Parce qu'à partir du moment où il y en a un qui le fait, bah, les autres suivent. C'est comme ça que ça marche. Et les mariages homosexuels vont se répandre sur le monde. Ce sera une invasion. Une invasion homosexuelle. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut regarder un autre truc quand même. Je sais pas, moi. Journée mondiale des luttes paysannes par le mouvement des Sans-Terres. Les Sans-Terres, une organisation populaire brésilienne qui milite pour que les paysans brésiliens possédant pas de terre disposent de terrain pour pouvoir cultiver. Depuis la création, 1722 militants ont été assassinés. Bon, écoutez, ça a quand même l'air plutôt sympathique, hein. Enfin, je sais pas. Si tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui fais ouais, est-ce que tu veux que les paysans brésiliens disposent de terre pour pouvoir se cultiver? Ce qu'il va répondre, il va répondre oui, c'est pas évident. Bon, après, peut-être que c'est plus compliqué que ça et qu'on sait pas trop, hein, mais bon. Ils occupent, ils font des manifestations, des actions éducatives, opposition. D'accord. Et ils ont eu un prix Nobel alternatif, donc le prix international de roi Baudouin pour le développement en 1997. Donc ça a l'air d'être un truc plutôt progressiste. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la faucille. Bon, après, s'il y a pas le marteau, ça veut dire que c'est pas communiste, hein, du coup. C'est juste une faucille. Hein. Bon, je propose qu'on en finisse là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu Viola. Donc, la violette, quoi. Hein. Enfin, Viola, mais la violette. Donc, les espèces sont appelées violettes, donc en fait, c'est juste des violettes, hein, très bien. Mais qui ne sont pas toutes violettes. Pas d'amalgame, certaines sont jaunes et blanches. On a ensuite donc les rois de France avec Philippe Auguste, donc par exemple qui a expulsé des juifs de France. Donc il est dépossédé de leurs biens. Donc c'est les choses qui arrivent. Même si c'était de très bons rois, faut pas oublier qu'ils ne sont pas parfaits. Voilà, Philippe Auguste, la France. Donc on a Alexandre Kerensky, donc le dirigeant de la Russie pendant quelques mois en 1917. Joseph Staline, un homme plutôt connu. Massacre de la Léna, donc voilà, donc qui a provoqué donc qui a eu des conséquences sur Staline et sur Kerensky, sur deux hommes qui sont pourtant opposés. Guillaume II, le plan Schlieffen dont j'ai parlé, la Première Guerre mondiale, avec donc l'invasion de la Belgique, la bataille de Merkem, la Ford Mustang, les Mustangs des chevaux de qualité, voilà, le mariage homosexuel, évidemment, voilà, mariage reconnu à peine de mort, donc bon, ça diverge, et le mouvement des Sans-Terres, voilà. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. On a bien tout vu. Si vous avez aimé, vous vous abonnez, vous lâchez un pouce bleu.
Allez, bisous!